Partage d'écran. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc a priori, à partir de maintenant, vous avez le diaporama du webinaire qui apparaît. Oui, c'est bon pour moi. On le voit bien. Parfait. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire régional qui va nous permettre de lancer la semaine de la dénutrition dans notre région, en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, merci de couper les micros en attendant. Voilà, donc dans un premier temps, je laisserai la parole au docteur Laetitia Lecy de l'Agence régionale de santé qui va introduire ce webinaire. Ensuite, nous les remercions et nous avons la chance d'accueillir cet après-midi des intervenants de qualité sur la thématique de la dénutrition. Donc, dans un premier temps, le professeur Vianney Rosan de l'Université de Bourgogne. Ensuite, Marie-Lise Thiollet du réseau régional Sport Santé. Et ensuite, nous accueillerons le professeur Fontaine et le professeur Jésus du collectif national de lutte contre la dénutrition. Ensuite, pour clore ce webinaire, ma collègue Mélanie Muru et moi-même vous ferons une présentation de ce que nous pouvons vous proposer en région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc Laetitia, je te laisse la parole. Merci Maureen. Alors, je vois que certains disent, alors avant de débuter, qu'il n'y a pas d'affichage à l'écran, donc j'espère que tout le monde voit bien. Et puis, je vais du coup commencer. Donc, je me permets de me présenter. Je suis docteur Laetitia Lecy. Je travaille à l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, à la direction de santé publique. Et je suis en charge des thématiques nutrition et sport santé. Alors, je vois que tu as changé. Je te laisse aller du coup à la troisième diapo. Alors, pour débuter, donc, comme disait Maureen, on a décidé d'organiser ce webinaire sur la dénutrition. Donc, c'est la troisième édition cette année. Et c'est un webinaire qui est là pour préparer la semaine de dénutrition qui se tiendra cette année du 12 au 19 novembre 2024. Donc, ce webinaire, ça va être l'occasion d'aborder la question de la dénutrition, ses enjeux. Et puis, aujourd'hui, ça partira surtout sur un des outils de prévention qui est l'activité physique. Alors, pour ce point d'introduction, moi, je vais surtout vous rappeler brièvement le cadre dans lequel s'inscrit cette semaine de la dénutrition. Alors, je te laisse, Maureen, aller sur la diapo avec la définition. Voilà, merci, merci beaucoup. Alors, c'est juste celle d'avant. Donc, un petit rappel, voilà, de déjà la définition la plus récente de la dénutrition qui date de novembre 2021, qui a été donnée par la Haute Autorité de Santé, qui définit du coup la dénutrition comme un état d'un organisme en déséquilibre nutritionnel caractérisé par un bilan énergétique et ou protéique négatif. Et donc, cette semaine nationale de la dénutrition, ainsi que ce webinaire, il s'inscrit dans la dynamique du Programme national nutrition santé, le PNNS 4, en région. Et l'objectif ici, aujourd'hui, c'est d'appréhender les enjeux de la dénutrition et puis faciliter la mise en place d'actions de prévention et de promotion de la santé. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de ce PNNS, ce Programme national nutrition santé. Donc, on sait qu'il se décline en 5 axes avec 24 objectifs et 56 actions. Alors, je ne vais pas vous présenter toutes les actions, mais au niveau des axes, donc là, vous pouvez les voir, on a déjà l'axe 1 qui est le fait d'améliorer l'environnement alimentaire et physique pour le rendre plus favorable à la santé. Donc là, on va surtout retrouver des actions en lien avec la qualité des aliments. Puis, on a l'axe 2 où là, on est plutôt sur les comportements favorables à la santé, c'est plutôt des actions liées au Nutri-Score. L'axe 3, celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le fait de mieux prendre en charge les personnes qui sont en situation de surpoids, obésité, atteinte de maladies chroniques ou qui sont dénutries. Et enfin, l'axe 4, qui est plutôt sur une impulsion, enfin la déclinaison d'actions au niveau d'un territoire selon les ressources et professionnels de ce territoire. Et l'axe 5 est plutôt sur la recherche et l'expertise.
Alors, si on regarde un peu plus précisément l'axe 3, donc on a 4 grands objectifs, qui est le fait est de dépister et prendre en charge les personnes en situation d'obésité, de développer l'offre et le recours à l'activité physique adaptée, de développer des actions de dépistage et de prévention et de surveillance de l'état nutritionnel des personnes dans des établissements médico-sociaux, et puis de prévenir la dénutrition. Et donc, dans cet objectif de prévention de la dénutrition, on retrouve en termes d'action le fait est de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé en mettant en place une semaine nationale de la dénutrition. Alors, ce PNNS 4, il a été prolongé, donc vous voyez, c'était 2019-2023, il a été prolongé jusqu'en 2024 pour mieux s'articuler avec une prochaine stratégie qui normalement sera publiée d'ici 2030, qui est la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Et donc, cette stratégie, en fait, elle intègre un nouvel enjeu, un enjeu qui va être de plus en plus important, qui est l'alimentation durable et puis le changement climatique. Donc, cette stratégie, elle va déterminer à la fois des orientations de la politique de la nutrition en lien avec le PNNS et le Programme national pour l'alimentation également, et puis également des orientations de la politique de l'alimentation durable, de la protection de la biodiversité, d'essayer d'être moins émetteur de gaz à effet de serre et de favoriser la résilience de nos systèmes agricoles et systèmes alimentaires territoriaux. Donc, on a ici des enjeux qui sont de plus en plus prégnants dans cette thématique nutrition, ces questions d'alimentation durable et de changement climatique. Alors, une fois qu'on a vu ça, je voulais vous parler également du plan anti-chute et de la stratégie régionale sport-santé. Alors, on le sait, la dénutrition, c'est une maladie silencieuse qui peut toucher donc non seulement les personnes âgées, mais également des enfants avec des pathologies chroniques, des personnes avec des affections de longue durée. Et cette maladie, elle entraîne de nombreux effets délétères, que ce soit un effet sur l'état immunitaire avec des risques accrus d'infection, des retards de cicatrisation, des déstabilisations de certains états pathologiques chroniques. Et puis, elle entraîne une fonte musculaire. Et cette fonte musculaire, elle peut être à l'origine de chutes. Et donc, dans le plan anti-chute qui a été lancé en 2022, qui a pour objectif, comme vous en doutez, de réduire les chutes, notamment les chutes mortelles ou qui entraînent des hospitalisations, on retrouve dans ce plan des signes dits avant-chuteurs, c'est-à-dire qu'ils augmentent le risque de chute. Et parmi les signes avant-chuteurs, on retrouve la dénutrition. Et donc, pour faire face à la dénutrition et puis pour prévenir, éviter la chute, comme solution existante, on a le fait de développer l'activité physique. Donc, tout ça, ça fait le lien avec notre stratégie régionale sport-santé. Alors, c'est la diapo juste après. Donc, la stratégie régionale sport-santé 2020-2024, qui a été co-construite par l'ARS et la DRAGES avec l'appui du réseau, qui est présent aujourd'hui. Et donc, cette stratégie, elle est composée de 31 actions et il y a vraiment deux grands axes, celui de promouvoir la santé et le bien-être par l'activité physique et sportive et de développer l'offre et le recours à l'activité physique adaptée. Et donc, vous voyez qu'on a vraiment des actions dans ces stratégies qui visent à développer la prescription d'activité physique à destination des personnes et qui peuvent permettre justement de prévenir la dénutrition. Voilà, alors je vais m'arrêter ici sur ce point d'introduction et puis je vais laisser la parole au professeur Rosen. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux prendre la main ou si je vous laisse passer. C'est peut-être plus facile si je prends la main, non? Sur le diaporama? Oui, tout à fait, allez-y. Alors, je vous donne le contrôle. Ouais, sinon, soit je partage le mien, comme je sais pas comment. Eh bien, je vais vous laisser partager parce que Ouais, ça fonctionne pas. Je vous laisse ouais, ça partager. marche. Hop, est-ce que c'est bon? Oui, ça semble fonctionner. Ouais, vous voyez la diapo avec le titre? Oui. Ouais, Oui. ok. Donc merci beaucoup pour l'invitation pour intervenir dans ce webinaire. Donc rapidement pour me présenter, donc je suis Vianney Rosan, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne, et plus précisément à la Faculté des sciences du sport et au laboratoire INSERM CAPS. Et moi, je m'intéresse particulièrement à l'évolution de la fonction neuromusculaire et de la fatigue neuromusculaire chez les personnes âgées, avec le vieillissement et notamment chez les personnes de plus de 80 ans. Donc aujourd'hui,
je vais vous parler de l'intérêt de l'activité physique dans la prévention de la dénutrition. Donc, juste pour redéfinir, mais très, très rapidement, la dénutrition, en tout cas de manière très simple, c'est finalement un déséquilibre entre les apports nutritionnels et les besoins de l'organisme. Et nos besoins de l'organisme, généralement, on les sépare en trois grands types. C'est le métabolisme de base, donc qui sert à toutes nos fonctions vitales. L'activité générale, c'est-à-dire lorsqu'on se déplace. Et puis l'activité physique, donc plus particulièrement quand on fait ce qu'on appelle communément du sport, mais chez la personne âgée, c'est plutôt de l'activité physique. Et avec l'âge, ce qu'on observe, c'est qu'on a une diminution de l'activité physique, mais par contre, on a surtout une très grosse diminution de l'apport nutritionnel. Et ça, c'est notamment dû au fait que avec l'âge, on a une diminution de la sensation de la faim. Donc les personnes âgées diminuent leur ration parce qu'elles ont moins l'impression d'avoir faim. Donc finalement, on a un- une petite baisse en termes de besoin de l'organisme, mais par contre une grosse baisse en termes d'apport nutritionnel. Et alors, quelle est la principale problématique de cette dénutrition? C'est qu'avec le vieillissement, comme il a été un petit peu abordé, on a une diminution de la masse musculaire qu'on appelle la sarcopénie. Donc ça, c'est le principal effet du vieillissement sur le système neuromusculaire. Et en fait, il est dû au fait que pour renouveler notre masse musculaire, il nous faut des protéines. Donc les protéines, on va les retrouver donc, dans tout ce qui est viande, poisson, œufs. Et avec le vieillissement, quand on dit qu'il y a une dénutrition, plus précisément, on parle de dénutrition protéino-énergétique. Donc, dénutrition énergétique pour dire qu'on n'a pas assez d'apport énergétique, mais surtout dénutrition protéino-énergétique pour dire que principalement, on a un déficit en termes de protéines. Et donc, si on a un déficit en termes de protéines, eh bien, la personne âgée arrive moins bien à régénérer son muscle, et donc ça va accélérer cette fonte musculaire avec l'âge. Donc, typiquement, comment ça se représente? Ici, vous avez je vais essayer de mettre un pointeur. Vous avez des sections transversales de muscles chez une personne jeune à gauche et une personne âgée à droite. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, ce qui est en gris foncé, c'est le muscle, c'est la masse musculaire. Là, ici, vous avez l'os au milieu et puis autour, c'est la masse graisseuse. Donc, vous voyez le muscle d'une personne jeune. Et maintenant, quand on passe à la personne âgée, vous voyez que la masse musculaire a fortement fondu et a été, entre guillemets, remplacée par pas mal de masse grasse, que ce soit à l'extérieur du muscle et également entre les faisceaux musculaires. La problématique de cette sarcopénie, de cette diminution de la masse musculaire, c'est qu'elle entraîne une diminution de la force. Et la force, en fait, on en a besoin, pas spécialement ici. Vous voyez une personne qui soulèvent des poids, mais finalement, c'est pas ce que réalisent les personnes âgées dans leur quotidien. Généralement, ce qu'elles essayent de faire, c'est de se lever d'un fauteuil ou se déplacer. Et ça nécessite de la force. Une personne qui n'a pas assez de force pour se lever d'un fauteuil, eh bien, elle va rester assise, elle va augmenter sa sédentarité. Euh, une personne qui n'a pas assez de force pour s'équilibrer, eh bien, le risque, c'est de chuter. Parce qu'en fait, on a besoin de force. Chaque déséquilibre, en fait, que ce soit quand on est statique, mais également à la marche, chacun de nos déséquilibres sont rattrapés par la force musculaire de nos jambes. Et si on n'a pas assez de force pour se rattraper, eh bien, le risque, c'est la chute, avec beaucoup de complications que je ne vais pas développer ici, mais qui sont assez connues. Et donc, pour lutter contre la sarcopénie, aujourd'hui, il y a un seul médicament qui existe, c'est l'activité physique. En effet, il y a pas de solution médicale, il n'y a pas de médicament qui existe à l'heure actuelle. Quand je dis de médicaments, de prise de médicaments pour lutter contre la sarcopénie. Le seul moyen efficace pour lutter contre cette sarcopénie, c'est l'activité physique et, important, associée à une alimentation adaptée. Parce que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais si vous faites de l'activité physique mais que vous n'augmentez pas la ration protéique, par exemple, eh bien, vous n'allez pas avoir la capacité de régénérer le muscle. Donc, en plus de l'activité physique, il faut aussi, on va dire, rééquilibrer, en tout cas réadapter sa nutrition. Alors, quel type d'activité physique
permet de lutter contre la sarcopénie? Alors déjà, de manière générale, vraiment, on divise en deux types d'activités physiques. L'endurance, donc le fait de marcher, principalement. Chez la personne âgée, c'est principalement la marche. Et puis, les activités de force. Donc, par exemple, se relever d'une chaise, monter des escaliers, tout ça, ça nécessite une grande force musculaire au niveau des jambes. Et l'activité qui permet de lutter contre la sarcopénie, de maintenir la masse musculaire, c'est l'entraînement en force. L'endurance ne permet pas de maintenir la masse musculaire, tout simplement parce que les niveaux de contraction engendrés par la marche, par les activités d'endurance, ne sont pas suffisants en intensité pour maintenir le capital musculaire. Donc il est important chez la personne âgée d'introduire des activités de renforcement musculaire. Alors, comme vous le voyez ici, les activités de renforcement musculaire, c'est pas forcément aller à la salle, entre guillemets, soulever des poids, mais simplement avec le poids de corps, se lever, faire des flexions, extensions ou monter des escaliers, ce sont déjà des exercices de force. Et donc, si on revient aux recommandations justement de l'OMS sur l'activité physique chez la personne âgée, il faut retenir que généralement, ce qu'on retient, c'est 150 minutes à 300 minutes d'activité physique modérée par semaine. Alors, vous voyez, il propose ici 75 à 150 minutes d'activité intense. C'est rarement réalisé par les personnes âgées. On est rarement de l'intensité soutenue. Donc, il faut plutôt retenir les 150 à 300 minutes d'activité physique parce que les personnes âgées font plutôt de l'activité physique modérée. Mais souvent, on retient ça, mais on oublie la suite. C'est qu'il faut également 2 séances par semaine de renforcement musculaire, au moins 2 séances, et également 3 fois par semaine des exercices d'équilibre. Alors on peut mixer, hein, sinon ça fait beaucoup de séances, mais à chaque fois que les personnes âgées font de l'activité, elles peuvent mixer différents types d'activités. Alors ça peut paraître beaucoup finalement, pour tous ceux qui ont l'habitude de prendre en charge des personnes âgées, on se rend bien compte qu'elles sont pas, souvent elles sont pas à ces niveaux-là. Mais si les personnes âgées font déjà un petit peu, c'est mieux que rien. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'atteindre les recommandations pour avoir des effets bénéfiques. Le mieux, c'est de les atteindre, mais un petit peu, c'est déjà bien, puisque vous voyez sur ce graphique, ici, vous avez le risque de mortalité en fonction de la quantité d'activité physique que l'on réalise par jour. Et donc, les différentes courbes, c'est la mortalité par cancer, en noir, mortalité toutes causes confondues, et puis en rouge, les maladies cardiovasculaires. Et ce qu'on voit, c'est que dès 15 minutes d'activité physique par jour, on a déjà une diminution du risque de mortalité. Et ensuite, il est encore amélioré lorsqu'on augmente le niveau d'activité physique. Donc, c'est important chez une personne, par exemple, qui n'a pas l'habitude de faire de l'activité, de commencer déjà par une petite quantité et ensuite, progressivement, d'augmenter, mais bien faire comprendre à tout le monde que déjà faire quelque chose, c'est beaucoup mieux que de ne rien faire. Alors finalement, ça paraît un petit peu contre-intuitif de faire d'activité physique chez la personne âgée dans le contexte de la dénutrition, puisque si on reprend notre postulat de base, en faisant de l'activité physique, on va augmenter nos besoins. Donc ça veut dire qu'on risque d'exacerber notre déséquilibre entre les apports nutritionnels et les besoins de l'organisme. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Au contraire, et bien heureusement, c'est que l'activité physique a un effet sur la sensation de faim. Et notamment, lorsque vous faites de l'activité physique modérée, vous augmentez la sensation de faim par la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la gréline. Et donc, une personne qui va faire de l'activité, eh bien, elle va donc augmenter la sensation de faim et donc augmenter automatiquement la ration qu'elle va manger. Alors, pour les plus sportifs d'entre vous, peut-être que certains ont eu la sensation inverse lorsqu'ils sont épuisés. Alors, c'est la réalité, c'est-à-dire que quand on fait un exercice à épuisement, généralement, on a plutôt l'effet inverse d'une diminution de la sensation de faim, qui est en fait due à la sécrétion d'une autre hormone, qui est la peptide YY, et qui, elle, donc, va diminuer la sensation de faim. Alors, encore une fois, on va se remettre dans le contexte de la personne âgée. Et en fait, l'activité physique de la personne âgée, comme j'ai dit tout à l'heure, on est toujours dans une activité physique qui est modérée. Et en fait, on n'est jamais à l'épuisement.
c'est très rare d'avoir une personne âgée qui va faire de l'activité physique jusqu'à épuisement. Donc, on arrive rarement ou quasiment jamais à cette situation de sécrétion de l'hormone peptide YY, mais plutôt à 99% par cet effet bénéfique de la sécrétion de ghrelin. Et donc, tout ça, c'est la différence entre les deux, c'est simplement une différence en termes d'intensité d'exercice. Encore une fois, sur l'activité physique modérée, on est sur l'effet bénéfique. Si vous êtes sur un exercice à épuisement, ce qui n'arrive quasiment jamais chez la personne âgée, ici, vous auriez l'effet faim. Donc finalement, l'activité physique, c'est un médicament qui est idéal et qui est efficace à la fois pour lutter contre la sarcopénie et également pour lutter contre la dénutrition grâce à ses effets sur la sensation de faim. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je ne sais pas si on fait les questions tout de suite ou à la fin. En tout cas, je suis à votre disposition. Je pense que, enfin, on va poursuivre et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On y reviendra d'ici la fin du webinaire, si vous voulez bien. Donc, la prochaine intervenante est Marie-Lise Thiollet. Marie-Lise, je te remercie d'avoir pris la main avec le diaporama. Ah, par contre, on ne t'entend pas. Est-ce que c'est bon? Ah, Vous m'entendez? super. On t'entend cette fois. Parfait, très bien. Alors, j'ai l'image d'un côté et le son de l'autre, donc j'espère que ça va pouvoir aller. Tout d'abord, bonjour à tous et puis merci de m'avoir associé en tout cas à ce webinaire des nutritions et de pouvoir vous proposer également aussi des solutions concrètes pour notre belle région de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc tout d'abord, pour poursuivre un petit peu les propos du précédent en tout cas présentateur, c'était effectivement de rappeler la différence entre activité physique et sédentarité. C'est vrai qu'effectivement, on a souvent tendance à parler du niveau d'activité physique et en tout cas de la somme d'activité physique qu'on fait par jour. Mais effectivement, chez les personnes en tout cas âgées et pour lutter aussi contre la dénutrition, on peut aussi parler de lutte contre la sédentarité. Donc la différence entre les deux, c'est effectivement l'activité physique, ça sera vraiment l'ensemble des mouvements qu'on va réaliser dans le quotidien. Donc pas uniquement du sport, mais ça peut être les déplacements, marcher, se lever régulièrement, faire des exercices. Et puis la sédentarité, c'est vraiment le temps que l'on passe assis par jour. Donc dans les transports, mais aussi pour nos loisirs, le temps à travailler ou même à regarder la télé. Donc chez effectivement les personnes âgées, c'est un temps qui peut effectivement être facilement calculable. Et c'est important vraiment de prendre en considération l'activité physique et le temps de sédentarité. Donc c'est important, on parle forcément d'activité physique et sportive très souvent, mais c'est vraiment de pouvoir aussi associer de l'activité physique toute simple, donc effectivement des déplacements, et inciter beaucoup plus les personnes à se déplacer et à se lever régulièrement. On parle également d'activité physique adaptée, donc c'était important aussi de vous rappeler un peu cette définition. Donc on est vraiment sur de l'activité physique donc quotidienne également, qui est basée sur des exercices, des déplacements également, mais qui est totalement adaptée en tout cas à la condition physique de la personne, mais aussi à ses limitations fonctionnelles. Donc c'est là effectivement avec les personnes âgées, mais surtout atteintes de nutrition, on parlera plus d'activité physique adaptée, et c'est sur quoi je vais vous présenter en tout cas le dispositif suivant. Pour petit rappel, donc les bienfaits de l'activité physique adaptée chez la personne âgée dénutrie. Donc effectivement, comme l'a rappelé tout à l'heure, donc lutter contre la sarcopénie, augmenter l'autonomie et diminuer la sédentarité, diminuer fortement le risque de chute et augmenter du coup la qualité de vie, favoriser le bien-être mental et le lien social. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, dans le fait peut-être de retrouver un groupe pour pratiquer de l'activité physique, peut-être aussi un moyen de partager un goûter ou même un repas avec des personnes à l'issue de l'activité, ou en tout cas dans le cadre d'un programme d'activité. Nous, on le voit assez régulièrement aussi. La prescription d'activité physique. Donc aujourd'hui, c'était un petit peu le sujet de ma présentation, c'était d'aborder ce sujet-là, donc de faire un rappel de contexte au niveau national. Donc la prescription, elle s'adresse aux personnes en affection de longue durée, aux personnes atteintes de pathologies chroniques, aux personnes portant des facteurs de risque, on va dire avec des problématiques d'alimentation, surpoids, obésité, mais également dénutrition,
et puis aux personnes en perte d'autonomie. Donc, ça élargit vraiment les bénéficiaires de la prescription d'activité physique et tous les médecins sont quasiment habilités à prescrire l'activité physique à partir du moment où qu'ils interviennent dans la prise en charge des patients cités ci-dessus. Le renouvellement et l'adaptation de l'activité, enfin en tout cas de la prescription, peut se faire par un masseur-kinésithérapeute. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'une personne elle a déjà eu une première prescription, le masseur-kiné peut represcrire, voire même adapter la prescription, sauf avis contraire du médecin. Ça, c'était vraiment le rappel au niveau régional, au niveau national. Au niveau régional, donc le réseau Sport Santé que je représente aujourd'hui, nous sommes missionnés et financés donc, par l'Agence régionale de santé, mais aussi la Direction régionale jeunesse et sport et le Conseil régional pour promouvoir la santé par l'activité physique auprès de tous les publics. Donc principalement en prévention primaire et tertiaire dans le cadre du sport sur ordonnance. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé des parcours spécifiques sport santé pour pouvoir développer le sport sur ordonnance au niveau régional. On a également pour mission de développer des outils collaboratifs pour aussi rapprocher le milieu sportif du milieu médical et des acteurs de la santé pour qu'on puisse facilement accéder maintenant à une offre d'activité physique adaptée dans un milieu ordinaire, dans un club ou une association de proximité. Et donc, c'est également aussi notre rôle, c'est-à-dire de former les acteurs, donc que ce soit les acteurs du sport, à pouvoir mieux adapter leur activité au public ayant des limitations fonctionnelles ou des pathologies, mais également aux professionnels de santé de pouvoir également mieux aborder l'activité physique avec leurs patients et connaître également les offres qui se dessinent autour de leur cabinet. Pour vous présenter l'organisation régionale, donc aujourd'hui, donc la prescription donc reste en tout cas la prescription initiale toujours à la main du médecin, donc qui réalise un examen clinique et qui va rédiger un certificat médical de prescription et de non-contre-indication à l'activité physique. Et ensuite, les patients arrivent vers un guichet qui s'appelle le réseau Sport Santé, vers qui on va en tout cas réaliser un entretien motivationnel. Nous, on va conseiller également les personnes en fonction de la prescription et de leurs besoins vers des activités physiques qui seront adaptées à la prescription du médecin, mais aussi à ce qu'ils souhaitent faire et en tout cas à leur objectif. Et ensuite, on va les orienter vers le bon dispositif. Donc aujourd'hui, 2 dispositifs sont déclinés sur le niveau régional. Donc le premier dispositif en structure, donc ça va être des créneaux d'activité physique adaptés au sein d'associations locales ou de cabinets de masseurs kinésithérapeutes ou de collectivités, etc. Donc ce sera des créneaux vraiment spécifiques pour les personnes pour qu'elles puissent reprendre une activité physique. Donc, on peut prendre en charge dans ce dispositif-là, en structure, des personnes avec des limitations fonctionnelles minimes, voire même parfois très, très légères, et puis des personnes avec des limitations fonctionnelles beaucoup plus sévères, avec du coup des masseurs kinésithérapeutes ou des enseignants APA qui pourront du coup prendre en charge plus facilement ces patients-là. Avec du coup des bilans de conditions physiques qui sont réalisés très régulièrement pour pouvoir connaître la situation initiale de la personne, voir ses fragilités et ses faiblesses. Donc aujourd'hui, si effectivement il y a des troubles de l'équilibre, des faiblesses musculaires, voire même des faiblesses au niveau de l'endurance. Donc tout ça est analysé dans un premier bilan et avec effectivement des exercices qui vont être travaillés en fonction des besoins spécifiques des personnes dans un cadre collectif. On a également un nouveau dispositif donc qui a un petit peu plus d'1 an, c'est le pass à domicile. Et donc là, c'est vraiment une prise en charge individuelle à domicile dans un but spécifique, la prévention des chutes. Donc on est effectivement beaucoup plus touché avec ce dispositif-là par les personnes atteintes de dénutrition, avec effectivement un objectif initial, c'est vraiment maintenir, voire même augmenter l'autonomie de la personne avec une prise en charge individuelle avec 10 séances d'1 heure. À l'issue de ce parcours-là, les personnes peuvent être intégrées sur un cours en collectif ou continuer une prise en charge à domicile si elles le peuvent économiquement. Pour ce dispositif-là, nous avons réalisé une étude avec un groupe contrôle et donc du coup, on augmente à peu près, on va dire sur le test d'équilibre, on va dire à peu près entre 20 et 25% chez les personnes qui ont suivi les 10 séances par rapport à un groupe contrôle qui n'a pas du tout suivi de séance d'APA en 6 semaines.
Voici le modèle de prescription d'activité physique. Donc, il y a des plaquettes qui existent et vous aurez un lien à la fin de ma présentation pour pouvoir commander un kit de prescription. Mais voici le certificat médical que l'on propose aux professionnels de santé pour pouvoir prescrire et orienter les personnes vers une reprise d'activité physique. Donc, ça nous permet de mieux identifier le degré de limitation fonctionnelle des personnes que l'on va suivre et de pouvoir aussi choisir l'intervenant qui sera mieux adapté aux limitations fonctionnelles du patient. Derrière, vous avez un certain nombre de recommandations qui nous permettent en fait de mieux connaître les adaptations nécessaires au niveau de l'activité physique, sans pour autant, on va dire, accéder à des données médicales trop sensibles qui, du coup, pourraient éventuellement trahir le secret médical. Ceci est la cartographie, on va dire, de l'offre sport santé qui se décline en structure sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. La carte, du coup, n'est pas à jour pour la rentrée 2025, c'est en cours. Mais effectivement, nous avons par exemple des cours qui se sont ouverts sur la Nièvre et sur la Côte d'Or qui ne s'affichent pas encore sur cette cartographie-là. Vous pouvez également accéder à ces informations sur notre plateforme Internet, qui est également en cours de, on va dire de travaux. La cartographie sera plus accessible avec la possibilité de pouvoir télécharger plus facilement l'offre sur votre territoire, mais vous pouvez déjà y accéder très facilement. Vous pouvez y retrouver les ressources, mais aussi la cartographie assez rapidement de l'offre qui existe sur votre territoire. Par rapport à la prescription et donc au remboursement de l'activité physique, actuellement, aucune pathologie donne droit à un remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie en termes d'activité physique adaptée. Néanmoins, une quarantaine de mutuelles aujourd'hui prennent en charge une partie des créneaux d'activité physique, alors que ça soit pour un bilan, pour on va dire une prise en charge ou voire même une licence. Et au niveau régional, grâce au soutien des 3 institutions ARS, DRAGES et conseil régional, nous pouvons, dans le cadre du dispositif PASS, aider les personnes à hauteur de 50% ou 100 € la première année, 30% la deuxième année et 10% la troisième et la quatrième année. Avec un forfait qui est plus conséquent pour une prise en charge à domicile, avec un reste à charge aux environs de 50 € pour la personne pour 10 séances à son domicile. Je vous remercie et donc je vous laisse le petit lien quelques secondes pour que vous puissiez éventuellement demander votre kit de prescription pour qu'on puisse vous l'envoyer par la poste si vous le souhaitez. Sinon, nous pourrons, vous pouvez le télécharger sans problème sur notre site internet. On va en profiter pour prendre les questions qui ont été posées dans le chat. Toutes celles liées avec l'activité physique, il y en a eu plusieurs. Déjà, on a eu une question, savoir si on peut diagnostiquer la dénutrition avec une analyse de sang. Je pense que c'est pour plutôt le docteur Rosan, cette question. Alors, je suis pas spécialiste là-dessus, mais je suis quasiment sûr que non. Parce que la dénutrition, c'est pas forcément un déséquilibre au niveau sanguin, mais c'est un déséquilibre au niveau des apports. Donc, Je vais même si je n'aurais pas une réponse exacte, c'est plutôt, là je parle de mon avis, mais je suis quasiment, enfin, il y a peu de chances que ça soit décelable sur une prise de sang. Ouais, je vais vous donner la réponse officielle, hein. Je suis le professeur Fontaine. La réponse officielle, c'est la dénutrition. Il faut peser les gens et il n'y a pas besoin de prise de sang. L'albumine n'est pas un critère de diagnostic de la dénutrition, contrairement à ce qu'il a pu être dans le passé, hein. Donc il n'y a pas de critère biologique de dénutrition. Par contre, quand on est dénutri et qu'on a une albumine basse, on passe dans la catégorie des dénutris sévères. Donc c'est un facteur de gravité, mais pas de diagnostic. Merci. Autre question, c'était pour savoir si vers qui on pouvait diriger les personnes âgées pour être sûr de leur faire de l'activité physique adaptée. Donc, il y a déjà quelques réponses dans le chat. Hormis le réseau Sport Santé, on a parlé d'associations encadrées telles qu'il existe à la clinique des Rosiers. On a Ciel Bleu aussi qui a été évoqué. Est-ce que vous avez également d'autres pistes, voilà, pour orienter les personnes en plus de celles qui ont déjà été évoquées? Et vous pouvez également accéder en tout cas à l'activité physique adaptée grâce aux maisons sport santé que vous pouvez trouver en tout cas localement. Alors il n'y en a pas partout, mais vous pouvez en tout cas y accéder.
Et puis, voilà, Ciel Bleu est un de nos partenaires, donc grâce au dispositif Pass, vous pouvez aller pratiquer voilà, dans des créneaux Ciel Bleu dans les mêmes conditions que pour d'autres offres. Merci. On avait aussi quelqu'un qui qui posait une question par rapport à l'option 1, hein, ce qui se passe après les 4 ans, donc là sur la 5e année. Alors, en fait, nous, notre dispositif fait qu'on intègre généralement les personnes dans des clubs et des associations, on va dire, de proximité. Alors, au départ, un petit peu ordinaire avec la création de groupes APA au sein de ces associations-là. À l'issue des 4 ans, on va dire, la prise en charge financière, du coup, s'arrête. Mais la personne peut tout à fait continuer en autonomie dans ce cours-là ou dans un cours de la même association. Donc l'idée, c'est de l'intégrer. En fait, c'est uniquement l'aspect financier qui s'arrête, mais la prise en charge en APA est tout à fait encore possible dans l'association. D'accord. Et on a aussi une personne qui demande si c'est possible pour les personnes qui sont en résidence autonomie. Alors, en résidence autonomie, oui, on va dire que c'est une demande individuelle. Le financement se fait de la part de la personne, donc c'est la personne qui va apporter le financement. Mais voilà, en résidence autonomie, oui, pas de souci. Et une autre question, c'est sur la prescription. C'est ce que ça donne lieu à un retour au prescripteur une fois que voilà, la prise en charge est enclenchée? Alors oui, grâce à ITX, donc en fait, nous avons un parcours sport santé au sein de ITX. Et donc, quand une personne est envoyée sur notre dispositif PASS, nous lui créons, sauf avis contraire de sa part, un dossier ITX et le praticien sport santé qui fera passer la batterie de test rentrera directement les résultats sur ITX et le prescripteur aura les résultats directement en se connectant sur ITX. Donc, ça permet aussi d'avoir un dossier un petit peu partagé autour du sport santé. Et donc, tout ça est coordonné grâce au parcours sport santé d'ITX. Merci. Je crois que j'ai oublié aucune question. On a juste un commentaire qui dit que la personne dit qu'on peut être en obésité et présenter une sarcopénie. C'est une question? Oui, c'est possible. Je Alors, sais pas généralement, dire. en fait, les personnes obèses sont globalement présentent moins de sarcopénie que les personnes avec un poids normal, tout simplement parce que euh, le, le- la charge supérieure due à l'obésité fait que les muscles travaillent plus et donc ça provoque un maintien musculaire. Après, ça n'empêche pas, par contre, enfin, ça n'empêche pas d'avoir une sarcopénie, mais il y a moins de sarcopénie chez les personnes obèses que chez les personnes de poids normal, on va dire. Il y a une question qui vient aussi d'apparaître sur les structures pour le réseau sport santé. Donc, est-ce que les structures sur votre cartographie sont toutes conventionnées par rapport à la PEC, mutuelle ou RSS? Alors C'est la oui, dernière question. si elles sont Pardon. répertoriées en offres à visée thérapeutique, elles sont toutes conventionnées PASS. Merci. Je crois que j'ai exploré toutes les questions. Je ne sais pas si vous... Il y en a d'autres qui m'ont échappé, Maureen. Non, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Donc, on peut, j'imagine, passer à la présentation des professeurs Fontaine et professeur Jésus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et donc de participer à ce webinaire régional. Vous allez pouvoir voilà, nous en dire un peu plus sur la lutte contre la dénutrition et tout ce que vous menez au niveau national par le biais du collectif. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Pierre Jésus est là. Donc, Non, non, non. voilà. Mais il y a Robin Troutot qui, lui, est chargé de mission. Et on va faire cette petite présentation à deux, juste pour vous expliquer un petit peu le cadre très, très général de la semaine, ce qu'on peut faire nous, qui est très peu, et ce que vous pouvez faire vous, qui est énorme. Robin, c'est vous qui passez les diapos? Ou j'ai la main? Je ne sais pas. Ouais, c'est moi. OK. Donc, la diapo suivante, s'il vous plaît.
Alors, la Semaine nationale de la dénutrition cette année, hein, donc, elle se fait du 12 au 19 novembre. Donc c'est à cheval en fait sur un week-end. Finalement, au début, on l'avait fait un peu par hasard, et puis le ministère a trouvé que c'était une bonne idée. Donc voilà, finalement, quand on regarde, elle fait toujours un petit peu plus que 7 jours. Elle se fait dans toute la France, y compris dans les DOM-TOM, hein, ça fait plusieurs années qu'ils sont très impliqués, donc c'est extrêmement intéressant pour nous. Et puis, bon, il y a un soutien extrêmement clair hein, du gouvernement, notamment de la DGS, qui finance en grande partie les actions du collectif, mais aussi de l'assurance maladie, de la CNAV et de la CNSA. Et puis, il y a des soutiens privés plus faibles. Pour s'inscrire, je vous le dis tout de suite, hein, il y a un formulaire d'inscription sur lequel ce que vous pouvez faire, ce que vous présentez, ce que vous souhaitez faire, est validé dans le cadre, enfin, juste après qu'on vérifie qu'il n'y ait pas dans cette action, comme de temps en temps ça peut être le cas, une action promotionnelle de type industriel qui a quelque chose à vendre. Ça, le ministère nous finance, mais en retour, il ne veut absolument pas donner le logo de la semaine, qui est le logo PNNS, qui appartient au ministère. Ils ne veulent pas le donner à aucun industriel. Ce qui n'empêche pas les gens qui sont des industriels, et certains sont tout à fait de bonne foi, de participer, hein, mais ils ne peuvent pas participer avec le logo gouvernemental et surtout celui du PNNS. Donc c'est important à double raison, c'est-à-dire ceux qui sont validés, ils peuvent avoir un soutien, et on vous montrera quel type de soutien vous pouvez avoir de la part du collectif, si vous en avez besoin, hein, ce n'est pas forcément obligatoire. Et puis pour nous, c'est très important de voir monter en puissance d'année en année le nombre d'inscrits. C'est extrêmement important pour que le ministère continue à soutenir cette action, que ce soit avec nous ou avec d'autres, hein, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de reconnaître la dénutrition pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une maladie. Diapositive suivante. Alors, ça s'adresse à qui et quelles actions? En fait, c'est extrêmement simple, ça s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire une action dans le cadre de cette semaine de sensibilisation. Ça peut être des entreprises, des associations, des professionnels de santé. Au début, c'était que ça, hein, les professionnels de santé. Et puis les établissements médico-sociaux et de santé qui, eux, sont très vite impliqués. Les établissements d'hébergement. En fait, en gros, n'importe qui. C'est rarement fait à niveau individuel d'une personne, mais ça pourrait l'être si par exemple une diététicienne veut, dans le cadre de son activité libérale, faire quelque chose. Hein. Elle s'inscrit, elle peut avoir des outils. Donc en gros, tous ceux qui se sentent concernés, qui ont quelque chose à dire et à faire. Et les actions, elles sont extrêmement vastes, encore une fois. On en a mis quelques-unes, mais il n'y a pas du tout d'exclusif. Hein. Les actions, ça peut être du dépistage, du type comme de temps en temps on fait à l'entrée des hôpitaux. Hein. On demande aux gens de venir se peser en disant c'est important de vous peser, est-ce que vous avez une balance à la maison? On se rend compte que 60% des gens ne se pèsent jamais. Donc leur rappeler que c'est en fait un dépistage, un autodépistage extrêmement simple et qui coûte pas cher. Ça peut être des actions culinaires, c'est-à-dire faire un menu amélioré, on va dire. Ça peut être des formations, alors là c'est plutôt pour les professionnels de santé. La sensibilisation, c'est pour tout le monde. Les professionnels de santé à qui on a expliqué que être gros pendant des années, c'était pas bien, puis maintenant on leur dit être dénutri, c'est pas bien non plus. Donc essayer de réexpliquer que oui, on peut être obèse et dénutri, que l'un n'empêche pas l'autre et qu'il n'y a pas de compétition au niveau nutritionnel entre les deux maladies, hein, le surpoids d'un côté et la dénutrition de l'autre. Ça peut être des actions de communication, simplement à travers un mailing list que vous avez, que d'autres mettent à notre disposition, en disant voilà, c'est la semaine de la dénutrition, juste pour en parler. Ça peut être sur des réseaux sociaux, hein, et puis des actions pendant les repas, comme on a dit, soit des repas améliorés, soit des recettes au niveau des chefs qui cuisinent pour ces patients. Diapositive suivante. Alors, la semaine, pourquoi en gros on essaye d'engager les gens hein, dans cette affaire? D'abord, il faut rappeler un truc, c'est que si l'amaigrissement est un symptôme, la dénutrition est une maladie. Et que cette maladie, elle touche en France au moins 2 millions de personnes, en fait, probablement plus. Ces 2 millions, ça vient d'une extrapolation du nombre de dénutris dans les hôpitaux, mais on est en train d'affiner les résultats, et je peux vous dire que quand on discute avec les caisses primaires d'assurance maladie, on se rend compte que
eux-mêmes découvrent qu'il y a à peu près 750 000 personnes chaque année qui bénéficient de compléments nutritionnels oraux à la maison. C'est-à-dire que vous voyez que c'est réel. Enfin, les gens commencent vraiment à prendre la taille de l'enjeu. Hein. C'est vraiment un problème de santé publique majeur. Et donc, l'idée, c'est de se mobiliser aux côtés d'un réseau pendant une semaine. L'année dernière, il y avait plus de 3000 acteurs. On espère que cette année, on fera au moins aussi bien. Donc, l'idée, c'est vraiment pendant une semaine, de parler. Évidemment, l'objectif, c'est pas de traiter la dénutrition que pendant une semaine, hein, c'est de la dépister et de la prendre en charge tout au long de l'année. Mais c'est un moment pour faire écho, pour sortir un petit peu du bruit de fond médiatique. Hein. Et puis, ça peut être pour certains l'occasion de se former, parce que on se rend compte que beaucoup de gens qui sont des soignants ou qui sont dans le médico-social et qui sont au contact de personnes dénutries, finalement, n'ont pas été formés et parfois ont des idées fausses, et des idées fausses qui peuvent malheureusement colporter. Donc là aussi, c'est important, durant cette semaine, peut-être, de participer à un certain nombre de webinaires ou de formations pour se tenir à l'heure, au goût du jour. Et puis donc participer à une prise de conscience générale, hein, c'est-à-dire qu'en dehors de ceux qui vont pouvoir faire quelque chose, on va dire les soignants au sens très très large, hein, j'inclus le médico-social dedans, là, ça peut être aussi les aidants, la population générale, les parents d'un enfant dénutri, ça ils sont assez sensibles, mais assez souvent on a autour de nous des personnes soit malades avec une maladie chronique, soit âgées, qui sont dénutries et chez qui finalement on trouve que ben oui c'est normal, il a le cancer, ben, il maigrit, oui c'est normal. Non, non, c'est pas normal et on peut faire quelque chose. Ça marche pas à tous les coups, hein. On n'a pas toutes les maladies qu'on guérit et la dénutrition pas plus celle-là que les autres, mais de temps en temps on a des solutions pour traiter, y compris les gens sévèrement dénutris. Évidemment l'idéal quand on fait de la prévention, c'est d'agir au début, voire même de faire en sorte que la maladie n'apparaisse pas. Diapositive suivant. Donc, au cours de cette semaine, le collectif organise un certain nombre d'actions, mais elles sont surtout à visée médiatique et finalement, pour finalement donner encore plus de lumière aux actions que sur le territoire, vous allez faire les plus de 3000 acteurs impliqués cette année, j'espère. Donc, cette année, on reconduit un petit concours qui est une espèce d'émulation chez les cuisiniers, soit des hôpitaux, soit des EHPAD, hein, qui s'appelle l'opération Cuisine ouverte, avec un petit concours sucré, un petit concours salé. Donc là, c'est une manière de dire aux gens qui cuisinent tous les jours que c'est important le métier qu'ils font. Souvent, ils sont invisibles et de leur dire merci de tous les efforts que vous faites et puis de leur créer une petite émulation, ça remonte le moral. Il y a évidemment toutes les actions d'activité physique. L'année dernière, on avait essayé de faire une action place de la Bastille avec ciel bleu. Hein, donc, on faisait un peu de step pour expliquer aux gens que c'était extrêmement important de manger, de se peser, mais de se bouger aussi. Hein. Le manger-bouger, vu du côté de celui qui s'occupe de la dénutrition, c'est vous bougez autant et vous mangez plus. Hein. Et puis, d'autres dépistages, qui est quelque chose d'ancien chez nous, hein, qui s'appelle Mon poids, un indicateur de taille, qui est quelque chose qu'un collègue de Montpellier avait mis au point, hein, et qui est vraiment de dire aux gens, c'est très simple de se peser et de l'organiser un petit peu au niveau national. Alors, cette année, il y aura d'autres choses. Hein. L'opération Cuisine ouverte, elle va se faire. Pour l'activité physique, ça sera un petit peu différent. Hein. Mais voilà, ce que nous, on essaye d'organiser, c'est pour obtenir une grande visibilité médiatique avec idéalement des retombées dans la presse nationale ou dans la presse régionale, mais c'est aussi le moment pour finalement, je vous dis, faire parler de la dénutrition et se rendre compte qu'à côté de chez moi, il y a quelqu'un qui fait quelque chose dans le cadre de cette semaine. Donc voilà, sans vous qui sur le terrain allez faire quelque chose, ce qu'on peut faire à Paris n'aurait pas de sens. Voilà. Diapositive suivante, là c'est les outils, je crois qu'on va vous montrer. Ça, je vais laisser Robin vous parler des outils parce qu'ils sont toujours en cours de développement. Il y en a des anciens, il y en a des nouveaux. Donc, comme c'est lui c'est dans la boîte où il travaille qu'ils sont fabriqués, je pense qu'il est plus à même que moi de vous les montrer. Robin, c'est à vous. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Simplement une petite précision sur la séquence APA, puisqu'il y a
un focus qui est fait sur l'activité physique adaptée durant ce webinaire. L'événement de cette année s'intitule déjà Petit pas, grande victoire. Je suis désolé pour la petite coquille sur la présentation. Tous unis contre la dénutrition et va se reposer sur les réseaux territoriaux de Ciel Bleu qui étaient cités précédemment. On va mettre au service des établissements et des réseaux des activités de physique adaptée, des petits ateliers qui s'inspireront de disciplines olympiques, accessibles bien sûr à tous. Et puis on aura un événement aussi parisien qui permettra de promouvoir puisque le collectif de lutte contre la dénutrition a aussi une activité de plaidoyer, de promouvoir les bienfaits de l'activité physique adaptée dans le cadre de la dénutrition, mais aussi des maladies nutritionnelles plus globalement, et sont nécessaires, à notre sens, remboursement par la sécurité sociale, en tout cas pour les maladies nutritionnelles. Alors, on passe aux outils qui peuvent vous être envoyés là où vous exercez. Petite précision qui est importante, les kits de communication, je vous enverrai le lien dans le chat à l'issue de la présentation qui vous permettra d'accéder directement au formulaire de labellisation des actions, comme Eric Fontaine l'a expliqué, et de commande des kits de communication. Les kits de communication sont à commander avant le 23 septembre, donc il vous reste encore 6 jours, 6 petits jours, pour commander les kits de communication. Passé ce délai, vous pourrez toujours labelliser vos actions jusqu'au mois de novembre, jusqu'à la veille de la semaine nationale, hein, le 11 novembre, hein, le 9 novembre. C'était avant le week-end, le vendredi. Et donc, je vais vous présenter maintenant les kits qui pourront vous être envoyés. Donc, il y a à la fois des affiches et des kakémonos avec les informations essentielles hein, sur la dénutrition que le collectif met en avant. Vous pouvez choisir de commander ou non un kakémono suivant vos besoins et la typologie d'action hein, que vous menez au sein de votre service ou au sein de votre établissement. Les kits de communication aussi sont composés de différents flyers. Alors, il y a 3 types de flyers, un flyer grand public, un flyer pour la communauté des soignants et un flyer pour les aidants et les aides à domicile. On vous a mis quelques visuels pour que vous ayez connaissance de ce à quoi ressemblent les flyers si vous n'avez pas encore participé à la Semaine nationale de lutte contre la dénutrition. Donc ça se présente un petit peu comme ça, avec du texte. Donc ça, c'est le flyer généraliste, une définition très simple. Et puis le flyer revient sur les signes qui peuvent vous alerter, les risques qui pèsent sur les personnes dénutries, les réflexes et les actions de prévention, et puis comment on y répond. Rapidement, hein, vous trouverez en 4e de couverture les données essentielles que le collectif met en avant depuis plusieurs années sur la maladie. Et puis, un ensemble de QR codes qui vous permettront de retrouver les sites internet des différents sites partenaires et institutionnels que le collectif pense être bénéfique de mettre en avant. Un deuxième flyer pour les aidants et les aides à domicile avec un discours qui est plus centré sur les situations des personnes et de leurs aidants au sein du domicile, avec par exemple des points un peu spécifiques sur du repérage de la personne dénutrie. On pense par exemple hein, aux stratégies d'évitement des repas qui peuvent alerter comme tous les signes qui peuvent être synonymes d'une perte de poids, comme une boucle de ceinture qui est toujours aussi resserrée, la personne qui peut perdre une bague. En 4e de couverture de ce flyer, on renvoie vers des sites d'information, donc le site du collectif bien sûr, aussi une petite plateforme de la Compagnie des aidants, qui est une association au niveau national, pour se former. C'est un petit module très didactique, très simple, gratuit bien sûr, qui permettent de se former très simplement à ce qu'est la dénutrition. Donc le collectif a souhaité mettre en avant cette action de son partenaire, la Compagnie des aidants. Et puis un deuxième partenaire, c'est la plateforme Ma Boussole Aidant, qui permet de géolocaliser des professionnels de santé et du médico-social qui pourraient être utiles au parcours de soins et de santé de la personne concernée autour de chez elle. Voilà, ça permet de géolocaliser les professionnels autour de chez elle. Un 3e flyer pour la communauté des soignants avec un discours, vous voyez, un peu plus médical, un peu plus technique. On passera rapidement. Hein. De toute façon, ces flyers, ils sont disponibles de manière numérique aussi sur le site luttecontredénutrition.fr, sur la plateforme de ressources que le collectif appelle l'Académie de la lutte contre la dénutrition. Le lien vous sera aussi envoyé sur le chat de ce webinaire.
En quatrième de couverture, on renvoie évidemment vers les recommandations de la FSNCM et des recommandations de la Haute Autorité de Santé en la matière. Le collectif, pour travailler l'inclusion de ces outils, a aussi développé une traduction de son flyer généraliste en facile à lire et à comprendre, développé initialement, pour ceux qui le connaissent, par l'UNAPI, pour des publics en situation de handicap mental et cognitif. Mais on voit aussi qu'il y a énormément d'effets positifs pour eh bien des publics qui maîtriseraient moins bien, mal le français pour diverses raisons. Et donc, le flyer en FAL qui sera disponible dans l'ensemble des kits de communication qui pourront être envoyés aux professionnels 15 jours avant. Vous les recevrez 15 jours avant le début de la semaine, hein, donc fin octobre, début novembre. Il reprend la même structure que le flyer généraliste. Et puis, le dernier outil, c'est le flyer Paradé, que certains d'entre vous doivent aussi connaître. C'est un outil qui est spécifique pour les personnes. 4 questions simples sur le poids, l'appétit, le repas, et l'habitude d'alimentation. Les personnes remplissent voilà, le petit questionnaire de 4 questions, obtiennent une somme de pictogrammes et à partir de cette somme de pictogrammes peuvent se repérer en fonction de leur situation pour ensuite, s'il y a nécessité, de pouvoir en parler à un professionnel de santé, que ce soit le médecin ou le pharmacien, par exemple. Euh, le collectif aussi va outiller les acteurs, continue d'outiller les acteurs pour à la fois leur donner les données essentielles sur la dénutrition, mais aussi des idées d'action pour eh bien, s'engager concrètement, facilement, au sein de son service, au sein de son établissement. Et donc, en 2023, 5 guides d'action ont été développés pour les EHPAD, pour le handicap, pour l'hôpital, pour les résidences autonomie, pour les acteurs du domicile. Et donc, à chaque fois, avec des structures partenaires hein, qui ont permis au collectif vraiment de produire du contenu qui soit adapté au quotidien professionnel de chacun, les mêmes objectifs, hein, les données essentielles, comment s'engager dans la Semaine nationale de lutte contre la dénutrition, et puis des outils très concrets. Si on prend l'exemple du guide d'action de l'hôpital, vous avez au sein de ce guide d'action, qui est disponible aussi de manière numérique sur la plateforme de ressources, accès à des outils qui peuvent vous permettre d'organiser une chambre des erreurs dans votre établissement, dans votre service, ou d'organiser un jeu de la dénutrition. Le jeu de la dénutrition, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu de dés et en fonction du chiffre, de la face du dé, vous obtenez 6 thématiques différentes de cartes. C'est un jeu de cartes au-delà du dé qui permettent voilà, de tester les connaissances plus ou moins généralistes, plus ou moins techniques et d'engager un collectif, un service de manière ludique sur la maladie. Nouveau guide d'action en 2024, à la fois sur les danses, sur la restauration collective et sur l'oncologie. Donc, ces prochains guides d'action seront présentés bientôt et seront disponibles, bien sûr, de manière numérique, imprimable, en haute définition sur l'Académie de la lutte contre la dénutrition et sur le site du collectif. J'en parlais justement de l'Académie de la lutte contre la dénutrition, donc c'est la plateforme de ressources du collectif. Vous y trouverez un certain nombre de ressources très, très diverses, des podcasts, des fiches techniques, des rapports, des webinaires, des webconférences, les rapports plus ou moins politiques, institutionnels ou plutôt scientifiques, qui peuvent voilà, aider à la fois les professionnels et les personnes à s'informer sur ce qu'est la dénutrition et à trouver voilà, des réponses à leurs questions très concrètes. Par exemple, je ne sais pas, sur la déshydratation des personnes, même si l'été est terminé, ou sur eh bien, les enjeux de la déglutition. Voilà. Donc, vous avez un certain nombre de ressources qui sont scientifiquement validées par le collectif et le conseil scientifique de la Semaine nationale. Les structures peuvent aussi proposer leurs ressources. C'est vraiment un lieu qui se veut comme centralisateur de toutes les ressources fiables liées à la dénutrition au niveau national. Puisque sur Internet, on trouve de nombreuses choses qui ne sont pas toujours bien validées scientifiquement. Pour nous suivre et nous contacter, voilà, le collectif de lutte contre la dénutrition a une newsletter qui est très active, communique beaucoup par sa newsletter, donc on vous invite à vous inscrire à cette newsletter sur le site luttecontreladénutrition.fr. Vous pouvez aussi retrouver le collectif sur LinkedIn, Twitter et Facebook, mais en particulier LinkedIn, parce que le collectif a fait le choix, hein, c'est un choix stratégique de communication, de communiquer énormément sur LinkedIn, parce que les professionnels
du médico-social et du sanitaire sont largement présents sur ce réseau social-là. Et donc, vous retrouverez toutes les informations à la fois sur les temps forts que professeur Eric Fontaine a présenté, hein, que ce soit l'opération Cuisine ouverte pour les EHPAD, les résidences autonomie, ou pour les activités, les temps forts d'activité physique adaptée et toute autre chose qui concerne la semaine nationale. Vous pourrez retrouver toutes les informations à la fois sur les réseaux sociaux et via cette newsletter. Voilà, je m'arrête ici, j'arrête le partage et je vous envoie tout de suite via le chat à la fois le lien vers le formulaire d'inscription, je rappelle, hein, la commande est possible jusqu'au 23 septembre, donc il vous reste encore 6 jours pour commander vos kits de communication que vous recevrez gratuitement 15 jours avant la semaine nationale, et puis le lien vers la plateforme de ressources du collectif. Merci beaucoup à tous les deux pour cette riche présentation. Je vous propose d'enchaîner, puisque c'était notre dernière intervention, avec la présentation de ressources complémentaires au niveau régional. Puis ensuite, on pourra capitaliser donc, les questions qu'on a dans le chat sur la partie ressources. Alors, j'espère que ça va fonctionner comme tout à l'heure. Ça buguait un peu. Il faut que j'avance. Ça a l'air de bugger encore et toujours. Bon, c'est pas grave, je vais faire autrement. Voilà, en principe, vous voyez mon diaporama maintenant. Alors, je suis responsable d'activité et de développement à l'antenne de la Nièvre et à l'antenne de Lyon chez Promotion Santé. Donc, on est une association régionale et avec ma collègue Mélanie Muru, on est toutes les deux référentes nutrition et on travaille main dans la main avec l'Agence régionale de santé pour décliner une partie du projet régional de santé en matière de nutrition. Donc, une des premières ressources qu'on propose de mettre à votre disposition, c'est le journal Territoire Nutrition qu'on a créé en tout début d'année dans le cadre de l'animation du réseau d'acteurs du programme national Nutrition Santé. Donc ça, c'est un outil qui s'adresse plutôt aux collectivités, sur lequel on a capitalisé des retours d'expérience de collectivités de la région qui sont engagées en tant que signataires de la charte ville active du PNNS. Et donc, l'idée de ce journal, c'est aussi de montrer quel type d'action peut mobiliser une collectivité pour lutter contre la dénutrition. Donc, c'est un journal qu'on actualise tous les ans, mais vraiment, on a tenu à faire un numéro spécial sur la dénutrition parce qu'on avait très souvent des questions de collectivités qui nous sollicitaient pour être accompagnés sur cette question. Voilà, donc là, je vous avais juste mis une petite illustration du type d'actions qui peuvent être mises en place à l'échelle d'une collectivité dans différents domaines, hein, que ce soit au niveau de communication, de la formation à destination des professionnels ou des bénévoles, des actions d'éducation pour la santé en s'appuyant sur des dispositifs régionaux tels que les ateliers Bonjour qui sont portés par la CARSAT et puis encore des actions vraiment simples autour de l'aménagement du territoire pour mettre en place des environnements favorables à l'activité physique et aussi à l'alimentation. Et je pense à une élue d'une petite commune dans le Doubs qui nous disait que dans sa commune, elle avait installé des bancs pour favoriser et faciliter les promenades des seniors pour qu'ils puissent avoir la possibilité de faire des pauses assez régulièrement. Donc voilà, les collectivités ont vraiment aussi leur rôle à jouer pour mettre en place ces environnements favorables à l'alimentation et l'activité physique des personnes.
Une autre ressource que je voulais partager avec vous, qu'on met aussi en place avec l'Agence régionale de santé, c'est ce qu'on appelle des NutriTime. Donc, c'est des temps d'échange de pratiques qui s'adressent aux professionnels. Ces NutriTime sont mis en place en fonction des besoins des territoires qui sont identifiés par les animateurs des contrats locaux de santé. Et donc, parfois, donc on met en place des NutriTime sur la dénutrition. Et donc, si ça vous intéresse, donc c'est 3 temps d'échange de pratiques qui vont nous permettre d'aborder les différents enjeux, les différentes stratégies d'action qu'on peut mobiliser en promotion de la santé autour de la dénutrition, mais aussi les outils qu'on peut aller mobiliser sur des actions. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller retrouver la programmation directement sur le site internet du RAPS. Donc, le RAPS, c'est notre réseau régional d'appui à la prévention et à la promotion de la santé. C'est un réseau d'acteurs qui est piloté par l'Agence régionale de santé et qui permet de favoriser la qualité et l'efficacité des actions de promotion de la santé qui sont mises en place sur les territoires. Et sur le site internet, on a cette rubrique agenda qui nous permet de connaître toute la programmation dans notre région. Alors, je complète aussi avec quelques outils qu'on a mis en place, par exemple, dans le cadre du réseau d'acteurs du PNNS. L'année dernière, on a tourné un podcast, d'ailleurs, avec la participation de Marie Listiolet, qui était spécialement autour de la thématique dénutrition pour essayer de faire connaître des actions qui ont pu être mises en place sur notre territoire. Et puis, sachez aussi que donc Promotion Santé, notre association est implantée sur l'ensemble de la région. Et dans chaque département, on a un centre de documentation avec des outils d'intervention qu'on peut mettre à votre disposition en prêt gratuitement. Donc, par exemple, l'exposition Cuisine du terroir qu'on a réalisée l'année dernière. Et donc, cette exposition est disponible dans toutes les antennes. On peut la mettre à votre disposition. Elle aborde l'alimentation, l'activité physique. Elle reprend des outils qui sont scientifiquement validés comme le questionnaire PARAD qu'on vous a présenté juste avant. Vous avez aussi le guide pratique Manger main qu'on a conçu depuis quelques années maintenant pour faciliter la mise en place du manger main plutôt à domicile pour le coup. Donc toutes les informations sur ces outils et surtout si vous voulez contacter les centres de documentation de l'antenne de votre département, vous pouvez aller directement sur le site internet de Promotion Santé pour retrouver les contacts. Et aussi, si jamais vous arrivez un petit peu tard pour commander les outils du collectif, il faut savoir qu'on prend quelques petites précautions dans les centres de documentation si jamais on a quelques flyers à vous dépanner. Voilà, on n'en a pas en grande quantité, mais en tout cas, c'est toujours possible, même si c'est trop tard pour vous de faire labelliser votre action et que vous dépassez l'échéance. Donc, merci à tous pour votre attention. Et je ne sais pas, Mélanie, si on avait des questions du coup sur ces 2 dernières interventions. Non, je ne vois pas de questions. D'accord. En tout cas, vraiment, c'est la première année qu'on voit une telle mobilisation dans notre région pour la semaine de la dénutrition. On était près de 300 inscrits, donc il y en a plusieurs qui m'ont informé qu'ils devraient regarder le replay parce qu'ils ont eu des contraintes. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une montée en puissance de la dynamique dans la région et aussi une volonté des acteurs de pouvoir se mobiliser, pas uniquement lors de la semaine de la dénutrition, mais vraiment de pouvoir prendre en compte cette problématique tout au long de l'année et se dire que c'est tout au long de l'année qu'on peut mettre aussi des actions en place pour lutter contre la dénutrition. Ouais, Encore merci à tous. Oui, Juste, Monsieur Fontaine. juste, il y a un délai pour nous pour qu'on puisse vous livrer les produits. Donc, si vous en avez, vous pouvez en donner aux autres, c'est très bien. Mais par contre, pour se labelliser, il n'y a pas de limite, jusqu'au dernier jour. Donc, n'hésitez pas parce que même si vous vous y prenez tard, c'est extrêmement important parce que nous, notre action, elle est soutenue par le ministère en fonction aussi du fait qu'on fait remonter au ministère tout ce que vous faites vous. Donc, c'est doublement important. Vous, ça vous permet d'être labellisé et nous, ça permet de montrer au ministère le résultat de notre action. Donc, vraiment, n'hésitez pas, même au dernier moment,
vous obtiendrez pas les produits papier, mais vous obtiendrez les produits en PDF. Et puis voilà, faites-vous dépanner les uns les autres, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous labelliser jusqu'au dernier moment. Et ce qu'on fera à l'issue du webinaire, donc on enverra le lien de replay, mais on enverra aussi directement le formulaire pour pouvoir inscrire son action voilà, sur le site du collectif directement. Comme ça, même les personnes qui n'ont pas participé directement pourront faire labelliser aussi leurs actions. Ok. Merci. Du coup, il y a quelques questions qui sont Oui, il y a arrivées. quelques questions. Du coup, il y a quelqu'un qui demande quand est-ce qu'ils vont recevoir les kits de communication, sachant qu'ils ont rempli le formulaire au mois d'août. Oui, cette question revient souvent. Les établissements et services recevront les kits de communication fin octobre, début novembre, en tout cas 10 à 15 jours avant la semaine nationale. Le temps pour le collectif, lorsqu'il a clôturé le formulaire le 23 septembre de commande, eh bien, de faire les petits paquets et de vous les envoyer là où vous vous trouvez. Et Maureen, on a une question, je pense, plutôt pour nous, pour savoir si les prestataires de restauration qui interviennent en EHPAD peuvent avoir accès au webinaire. Je ne sais pas comment on va le diffuser encore, mais pourquoi pas. Oui, au contraire, tout à fait. Oui, pourquoi pas. Hein. Je vois les municipalités peuvent également se faire labelliser et participer à la semaine nationale, effectivement, que ce soit les CCS, les communes en tant que telles, au-delà des CCS, ou les communautés d'agglomération ou toute forme de PCI peuvent aussi participer à la semaine nationale. Puis il y a quelqu'un qui dit que si vous faites des petites vidéos, ce serait bien qu'elles soient sous-titrées pour les mettre dans les salles d'attente. Oui, alors à ce titre, un petit détail, on est en train de réaliser des vidéos en design motion puisqu'on travaille avec l'ordre des pharmaciens et donc l'ordre des pharmaciens a 900 officines dans lesquelles il y a des écrans et on diffuse des vidéos. Et ces vidéos pourront aussi être prises par les centres hospitaliers qui disposent d'écrans dans leur salle d'attente voilà. En tout cas, on communiquera là-dessus. Bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Yes, il y a encore une dernière question qui est arrivée. Une étudiante en master qui demande si elle peut créer des actions pour la semaine. Oui, En tant c'est des qu'équipe. actions de communication. Toutes les bonnes volontés, toutes les énergies sont les bienvenues. Les seules limites étant celles qui ont été rappelées par le professeur Eric Fontaine précédemment sur les actions commerciales et de promotion. En tout cas, ça me permet de remercier l'Agence régionale de santé d'avoir organisé et donné la parole au collectif de lutte contre la dénutrition et puis au réseau aussi Promotion Santé, réseau régional. Merci à vous d'avoir accepté voilà, ce temps de présentation. Et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Moi, j'ai été très surprise, donc c'était ma première participation à ce webinaire. Et j'étais très contente de voir qu'on est nombreux sur cette question de la dénutrition. Merci à tous. On revient vers vous par mail. On vous enverra le lien replay et surtout le lien pour faire labelliser vos actions. On compte sur vous pour nous mobiliser en région. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir.